35, vous dites? Ah bon, j'espère. La séance est ouverte. Bonsoir mes chers collègues. J'espère que vous avez tous assisté au débat sur la politique africaine, qui est un débat fort intéressant, qui a pris beaucoup de temps. Et je vous sais donc gré, après cet après-midi de travail, de vous retrouver ici ce soir. Mais nous sommes réunis pour un débat très important. Alors, je vais vous lire le texte, parce que ça sera plus simple, hein, au point où j'en suis, de degré de gâtisme assez avancé. Mes chers collègues, nous nous réunissons donc ce soir à un horaire assez inhabituel pour notre commission, afin de procéder à la discussion générale sur le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, adopté en première lecture par le Sénat il y a exactement une semaine. Je suis désolé, vous avez peut-être pu observer, Monsieur Lecoq, que j'avais du mal à lire mon discours tout à l'heure parce que je perds la vue de façon assez brutale et ça me pose un problème. Il faut que comme je ne vais pas améliorer mes yeux, il faut que j'augmente la taille des caractères. De toute façon, cet après-midi, je n'avais pas l'intention d'être bon. J'ai atteint mon objectif. Croyez bien que les circonstances exceptionnelles et contraintes dans lesquelles nous procédons à cet examen sont indépendantes de ma volonté. Elles se trouvent dictées par la nécessité pour notre commission d'achever ses travaux en amont de la commission des lois, auxquelles nous rendons les hommages qui lui sont dus, qui débutera ses débats lundi prochain. Composé initialement de 27 articles, le projet de loi en comprend désormais 98 au sortir du Sénat. Il traite de nombreux sujets distincts, notamment la maîtrise des voies d'accès au séjour et la lutte contre l'immigration irrégulière, l'intégration des étrangers par le travail et la langue, titre premier, le perfectionnement du dispositif d'éloignement des étrangers représentant une menace grave pour l'ordre public et de la mise en œuvre des décisions d'éloignement, titre 2 et 2 bis, la sanction de l'exploitation des migrants et le contrôle approfondi des frontières, titre 3, la réforme du droit d'asile à travers la création de pôles territoriaux, France Asile, qui offriront aux demandeurs un parcours administratif simplifié et réorganisation de la Cour nationale du droit d'asile pour le contentieux, titre 6. La simplification des règles du contentieux relatif à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers, en transcrivant à cet effet les propositions formulées par le Conseil d'État dans un rapport titre 5. La Commission des affaires étrangères, dont les avis qu'elle a rendus sur les précédents projets de loi relatifs à l'immigration et l'asile, a toujours privilégié des saisines ciblées. Ainsi, conformément au champ de nos compétences, prévu à l'article 36 du règlement de notre Assemblée, nous nous prononcerons sur 1. L'article 1er A, qui prévoit la tenue au Parlement d'un débat annuel, à l'occasion duquel sera déterminé pour 3 ans le nombre de personnes admises à séjourner sur le territoire par catégorie de titres. Deuxièmement, l'article 1er BB, qui prévoit la remise au Parlement par le gouvernement d'un rapport envisageant la possibilité de mettre en place des visas francophones, travailleurs et entrepreneurs. 3. L'article 4, qui devrait instaurer un dispositif d'accès au marché du travail sans délai pour les demandeurs d'asile les plus susceptibles d'obtenir une protection internationale en France, disposition que le Sénat a supprimée, ce que notre commission pourra inviter à confirmer ou non. L'article 14A, qui contrôle la lutte contre l'immigration irrégulière aux objectifs de l'aide publique au développement, fixé par la loi de programmation du 4 août 2021, afin de conditionner l'APD envers les États peu coopératifs en matière migratoire et qui instaure des restrictions à la délivrance de visas de long séjour pour les ressortissants des États peu coopératifs en matière migratoire. L'article 14, qui sanctionne plus durement
les passeurs pour mettre fin aux drames consécutifs aux tentatives de traversée par voie maritime. Les articles 18 et 18 bis, qui visent à mieux tenir compte des infractions à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France dans les conditions de délivrance des visas. L'article 19, créant les pôles territoriaux France Asile pour offrir aux demandeurs d'asile un parcours administratif simplifié. L'article 19 bis C, qui retouche les possibilités de réunification familiale pour les proches des réfugiés admis en France au titre de l'asile. Enfin, l'article 20, qui réforme la Cour nationale du droit d'asile, CNDA, afin d'adapter son organisation à l'ampleur du contentieux et d'en renforcer l'efficacité. À l'issue de la présentation du rapport pour avis de notre collègue Benjamin Haddad, que je remercie d'avoir pris cette charge en main et que nous allons écouter dans un très court instant, les orateurs des groupes et les collègues qui le désireront pourront interroger le rapporteur. Nous n'entamerons l'examen des articles et des amendements, savante manœuvre, que demain matin. Donc, on en est au DG et au questionnement de notre rapporteur. Voilà, je remercie. Comme vous voyez, nous avons fait une sélection, dans la loi quand même assez large, qui permet vraiment d'embrasser tout le champ des compétences liées de la politique d'immigration, liées aux compétences de la Commission des affaires étrangères. Et ce faisant, nous n'avons pas facilité la tâche de notre rapporteur parce qu'il a manifestement quand même beaucoup de matière à traiter à travers ces différents articles. Benjamin, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je me réjouis que notre Commission des affaires étrangères se soit saisie pour avis du projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Oui, les migrations sont un sujet de politique étrangère, à la fois pour comprendre leurs causes profondes, géopolitiques, économiques, climatiques, les raisons de leur augmentation récente, mais aussi pour y apporter des réponses. Dans beaucoup de nos démocraties, l'immigration est devenue symptomatique d'un sentiment de perte de contrôle, d'impuissance des politiques publiques face aux grandes transformations du monde. Mais face à cette question migratoire, la solution du repli nationaliste, de la fermeture des frontières, est une illusion. Les exemples autour de nous, de l'Italie au Royaume-Uni, nous le montrent amplement. L'immigration est au cœur de l'articulation de notre souveraineté nationale et de la coopération européenne. La révolution du pacte asile-immigration, pour lequel la France a joué un rôle pilote, permettra notamment de mieux contrôler nos frontières extérieures, avec le renforcement de Frontex et le premier examen des demandes d'asile à la frontière, la solidarité entre États membres pour aider les pays d'arrivée comme l'Italie, la coopération avec les pays de départ et de transit, avec notamment la politique d'aide au développement. Une Europe politique qui s'assume doit être capable d'assurer sa sécurité, de défendre ses intérêts commerciaux, technologiques, de promouvoir ses normes dans le domaine environnemental ou numérique, et oui aussi, de maîtriser ses frontières. C'est tout le sens de l'action de la France depuis 10 ans, et le débat que nous allons avoir dans les prochaines semaines s'inscrit bien sûr dans ce contexte. Nous examinons aujourd'hui le projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, fruit d'un engagement fort du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce texte nous revient du Sénat, où il a été modifié et étoffé par rapport à sa version initiale, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Et je voudrais en profiter ici pour remercier les sénateurs de leur travail. On nous prédisait des blocages, des postures, mais je crois que nous avons vu au contraire un travail constructif. J'espère que tout en assumant nos différences et nos désaccords, l'Assemblée nationale s'engagera dans ce débat avec le même esprit. Ce projet de loi repose sur 3 grands principes. La simplification des procédures, avec notamment la réduction du nombre de recours administratifs en cas de demande d'expulsion, mais aussi des réformes du fonctionnement de l'OFPRA et de la CNDA que nous allons aborder dans cet avis. Le renforcement de l'intégration par le travail et la langue, et la fermeté, avec le rétablissement des critères de double peine qui permettront d'expulser 4000 étrangers délinquants présents sur notre sol. Notre pays est accueillant pour ceux qui viennent travailler et s'intégrer. Et il doit être d'une fermeté absolue avec ceux qui ne respectent pas nos règles et n'ont pas vocation à rester sur notre territoire. Disons-le clairement, les Français ne comprennent pas qu'on n'arrive pas à expulser des délinquants multirécidivistes qui font l'objet d'une OQTF.
Notre objectif est simple, être le plus efficace possible pour maîtriser l'immigration dans le respect de nos valeurs, nos principes républicains et notre histoire. La France est fière d'être un pays d'immigration ancienne et riche de ce que cette dernière lui a apporté. Et face à l'accélération des flux migratoires en Europe, il est nécessaire de préparer notre pays aux défis qui l'attendent et lui permettre d'assurer la maîtrise de nos frontières. Et celui qui vous le dit, c'est le petit-fils d'Isaac, devenu Jacques, et de Nasria, devenue Roselyne, accueillis en France comme tant d'autres parce qu'ils fuyaient l'antisémitisme il y a 60 ans, eux à qui la France a tout donné et qui lui ont rendu en s'assimilant par la langue française, par le travail, en respectant ses traditions, son histoire et ses lois. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui si la France n'avait pas été généreuse et ouverte avec ceux qui avaient besoin d'un refuge et si les générations qui m'ont précédé n'avaient pas travaillé dur pour être à la hauteur de cette générosité. Et c'est donc animé de cette double gratitude, cette double dette, que j'aborde les débats aujourd'hui. J'évoquerai quelques articles majeurs sur lesquels nous sommes saisis, vous les avez mentionnés tout à l'heure, et qui concernent au premier plan notre politique étrangère et notre diplomatie. L'article 1er A, introduit par nos collègues sénateurs, prévoit l'organisation d'un débat au Parlement sur les orientations pluriannuelles de notre politique d'immigration et d'intégration, accompagné d'un rapport d'information conséquent. Je ne peux que me réjouir de la meilleure information de la représentation nationale, et sur ce volet, je vous proposerai d'y ajouter une information sur la dimension externe des migrations et de leurs causes structurelles qui répond, je le crois, aux besoins de notre commission. Le Sénat a également introduit la détermination par le Parlement de quotas du nombre d'étrangers admis à s'installer durablement en France. Sur le principe, je l'ai écrit dans le rapport, c'est un débat légitime et intéressant. Mais le problème, c'est que ça pose des vraies questions constitutionnelles d'égalité devant le droit. Je vous proposerai donc de remplacer par la présentation d'objectifs chiffrés, pluriannuels par le gouvernement. Chaque année, le gouvernement viendra présenter devant la représentation nationale ses résultats et justifier les écarts avec les objectifs prévus. Cela répond à un souci de transparence et de démocratie dans notre politique migratoire. Je vous le disais, ce projet de loi vise à renforcer d'abord notre fermeté envers ceux qui ne se conforment pas aux règles de la République. À cet égard, je me réjouis de l'allongement à 5 ans de la durée d'interdiction de retour dont le préfet peut assortir une OQTF, qui est prévue à l'article 18, introduit par le Sénat. L'article 18 bis, rétabli par le Sénat et qui émanait d'une disposition initiale du gouvernement, permettait d'instituer un motif de refus de visa opposable lorsque l'étranger ne démontrait pas avoir respecté les modalités d'exécution d'une OQTF prononcée depuis moins de 5 ans. Cette disposition est essentielle car il relève bien notre souveraineté nationale de pouvoir accorder ou non une autorisation de visa. Nous devons nous rendre à l'évidence, les étrangers en situation irrégulière sur le territoire national qui ne respectent pas les obligations de quitter le territoire dont ils ont fait l'objet ne doivent pas disposer du même droit au visa que les autres. La fermeté s'exerce aussi envers les passeurs dans ce texte. Ces derniers sont des criminels, des entrepreneurs de la mort et du désespoir qui financent la drogue, le terrorisme et la prostitution. Pourtant, ils ne peuvent être aujourd'hui poursuivis que pour des délits. Ce texte permettra de renforcer considérablement notre réponse pénale face au réseau de passeurs et d'ailleurs aussi de l'aligner avec celle de nos voisins européens. J'irai rapidement sur les articles 19 et 20 qui visent à simplifier la procédure d'asile, la création des pôles territoriaux France Asile et la présence d'agents de l'OFPRA en leur sein permettra d'améliorer les délais de procédure sans affecter les garanties apportées aux demandeurs d'asile. Et sur ce point, je crois qu'il faudra aller plus loin et revenir sur l'expérimentation qui avait été proposée par le Sénat, car nos services sont prêts à commencer cette transformation dès maintenant et progressivement, comme l'ont confirmé d'ailleurs nos auditions avec les responsables de l'OFPRA la semaine dernière. La territorialisation de la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, et le recours au juge unique amélioreront quant à elles le fonctionnement de la justice de proximité. Nous avons déjà divisé par 2 les délais de la CNDA depuis 2018. On est passé de 1 an à 5 mois. Notre objectif est clair, offrir des réponses de proximité, aller plus vite, tout en gardant le même taux de protection. Il en va de l'effectivité de ce droit fondamental pour permettre rapidement à ceux qui doivent en bénéficier d'y accéder et de s'intégrer en France, et à ceux qui ne respectent pas les conditions de pouvoir quitter le territoire. Enfin, l'article 14A instaure des mesures, à mon sens, nécessaires pour notre diplomatie, car ne l'oublions pas, la délivrance des visas, si elle est un outil de gestion et de restriction des flux, est aussi un levier
de politique étrangère. Il n'y a aucune raison que les États qui ne reprennent pas leurs ressortissants expulsés bénéficient du même traitement d'autres qui sont plus coopératifs. Ça, les Français ne le comprennent pas. Cet outil de levier visa a déjà été utilisé par le président de la République, par l'exécutif, avec les pays d'Afrique du Nord, et ça a porté ses fruits l'an dernier, comme vous le savez, avec une augmentation sensible des laissez-passer consulaires. Donc je vous proposerai de garder ce dispositif, mais de le viser plus spécifiquement les personnes concernées par cette politique de restriction, en excluant notamment les visas étudiants. Ces derniers sont essentiels pour l'attractivité de nos universités, de notre territoire. C'est l'objectif du plan Bienvenue en France qui a été lancé par le président de la République. Et par ailleurs, je crois en la nécessité de viser, de cibler, de pénaliser les États, leurs décideurs, et non les populations. Et c'est pour ça que je vous proposerai également de renforcer la proposition du Sénat en rajoutant le levier visa réadmission pour les visas sollicités par les titulaires de passeports diplomatiques ou de service. Le Sénat a également ajouté la modulation des aides au développement vis-à-vis de ces mêmes États non coopératifs en matière migratoire, ainsi que la prise en compte par l'AFD de la coopération de ces derniers dans ces dotations. La politique de développement est un outil de nos politiques publiques extérieures. Elle doit donc s'inscrire aussi dans la défense de nos intérêts, de notre influence et de nos objectifs diplomatiques. Je ne suis pas opposé à la conditionnalité de l'aide au développement, mais encore une fois, notre objectif doit bien être de cibler les États et les responsables et non pas les populations et la société civile. Donc, je vous proposerai d'amender ce dispositif du Sénat pour ne pas pénaliser des projets de développement multi-annuels qui vont directement aux populations. Chers collègues, l'immigration est un sujet passionné, passionnel, intime pour beaucoup d'entre nous. J'espère que nous aurons des débats constructifs à la hauteur de ceux de l'autre chambre. Je crois à notre capacité de travailler ensemble, d'assumer des désaccords et aussi de trouver des convergences et des compromis. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur le rapporteur, de ce très brillant exposé. Je veux dire brillant, c'est-à-dire qu'il éclaire extrêmement, de façon tout à fait nette, les membres de la commission sur l'ensemble des enjeux que vous avez pointés, quelle que soit l'opinion que chacun peut avoir sur ces différents enjeux. Mais c'était vraiment une présentation pédagogiquement impeccable et permettait à l'ancien professeur, j'étais votre professeur, je crois, de dire que l'élève est un très bon professeur. Bon, maintenant, je passe la parole au groupe. Renaissance, Monsieur Gomis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, 5 ans après l'adoption de la dernière et seule loi du quinquennat précédent en matière d'immigration et d'asile, ce projet de loi est un texte très attendu par nos concitoyens, vous l'avez rappelé. Dans un environnement international pesant sur les flux migratoires, alimenté par les évolutions démographiques, l'instabilité de plusieurs États et les déplacements de population engendrés par le changement climatique, il est impératif d'agir. La question de l'immigration constitue un enjeu géopolitique majeur, car corrélé à notre politique étrangère à travers la coopération avec les pays de départ et de transit, mais aussi dans les réponses apportées aux causes profondes des migrations, que sont les guerres, la pauvreté ou le dérèglement climatique. Les Français attendent des résultats sur un certain nombre de problématiques entrant dans le champ des attributions de la Commission des Affaires étrangères, comme sur l'asile, les visas, la lutte contre les réseaux internationaux de passeurs ou encore la définition de quotas d'étrangers admis au séjour. Face aux transformations du monde, l'immigration devient un totem politique conduisant à la tentation, par son instrumentalisation, d'un repli nationaliste ou d'une fermeture totale de nos frontières. Ces solutions, qui n'en sont pas car impossibles à mettre en œuvre, relèvent d'une illusion, comme le démontrent les exemples de nos voisins européens. Comme vous le dites, monsieur le rapporteur, l'immigration est un enjeu au cœur de l'articulation de notre souveraineté nationale et de la coopération européenne. Ni catastrophisme, ni angélisme. Face à l'accélération des flux migratoires en Europe, il est nécessaire de préparer de manière pragmatique et non passionnée notre pays aux défis qui l'attendent pour assurer la maîtrise de nos frontières. Ce projet de loi répond à cet enjeu par une fermeté assumée face à l'immigration clandestine, tout en facilitant l'intégration par la langue et le travail des étrangers vivant sur notre sol. Ainsi, ce projet de loi doit être perçu non pas comme une couche supplémentaire de sédimentation législative, mais bien comme un outil indispensable, porteur de transformations fortes,
pour tous les acteurs de la politique publique de l'immigration, de l'asile et de l'intégration, ainsi que pour les étrangers. Une question, monsieur le rapporteur, après votre brillant exposé, sur les réseaux de passeurs, qui sont un véritable fléau que nous devons combattre avec une plus grande efficacité. L'article 14 du projet de loi y répond en partie, mais pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, sur ce point? Je vous remercie. Merci, monsieur Gomis. En effet, l'objectif de l'article 14 sur les réseaux de passeurs, c'est de pouvoir criminaliser les réseaux de passeurs et donc renforcer notre réponse pénale. Ce que nos auditions ont permis notamment d'ailleurs de démontrer, c'est que pour un même réseau qui commet les mêmes crimes à travers l'Europe, les réponses pénales apportées par certains de nos voisins comme la Belgique ou l'Allemagne peuvent être parfois 2 voire 3 fois supérieures en termes de peine qu'en France. Donc là, il s'agit essentiellement de pouvoir les aligner. Et je crois qu'on pourra d'ailleurs aller plus loin et que c'est un travail à faire à la fois dans le cadre de notre politique européenne et dans le cadre de la Commission des affaires étrangères. Certains de nos voisins, c'est le cas notamment de l'Allemagne, ne disposent pas dans leur droit d'une définition aussi stricte, aussi large de la question de l'association de malfaiteurs. Et donc vous avez par exemple, ça a été dit dans certaines de nos auditions, des bateaux qui peuvent être utilisés pour faire passer des migrants, par exemple dans le nord de la France, qui vont être entreposés en Allemagne, alors que s'ils étaient en France, on pourrait assez facilement les saisir en disant qu'ils servent à faire passer des migrants par des réseaux de passeurs. Mais en Allemagne, la législation ne permet pas. Donc je crois que ça permet, nous, au niveau national, d'aller plus loin dans la criminalisation, ce qui est nécessaire. Encore une fois, on parle là de gens qui font du trafic d'êtres humains, qui sont liés à des réseaux de terrorisme, de drogue, de prostitution. Mais il y a encore des efforts à faire pour renforcer et harmoniser les législations au niveau européen pour être le plus efficace possible, à la fois en Europe et bien sûr au-delà de nos frontières. On pense notamment à l'Afrique du Nord. Maintenant, la parole est pour le Rassemblement national à M. Chenu, Monsieur le vice-président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. L'absence de maîtrise de l'immigration a conduit depuis des décennies à ce que l'assimilation de trop nombreux étrangers présents sur le sol national devienne désormais impossible. Elle a conduit, et nous le voyons, au communautarisme, elle a conduit au séparatisme. De plus en plus de personnes vivant en France ne veulent pas vivre selon les mœurs françaises, ne reconnaissent pas la loi française et trop souvent veulent imposer leur mode de vie à leurs voisins, à l'école, au travail, dans les services publics, dans l'espace public. L'immigration ne peut donc pas continuer à demeurer incontrôlée, sans quoi, évidemment, la France renoncera à sa souveraineté et les Français seront contraints d'accepter ce qu'ils ne veulent pas, c'est-à-dire cohabiter avec des populations qui entendent demeurer étrangères en France. Ce n'est pas le cas de toutes les populations, mais elles sont aujourd'hui trop nombreuses à cela. En 2022, selon l'INSEE, 10,3% de notre population totale est étrangère et plus de 900 000 clandestins sont présents sur notre sol. Ces chiffres sont en constante augmentation. Dans ces proportions-là, il ne s'agit plus d'accueillir des individus, mais des peuples. Or, si l'on peut intégrer des individus, si l'on peut assimiler des individus, il n'est pas concevable d'assimiler des peuples entiers à notre République. À force de répéter à l'envi le terme des valeurs républicaines auxquelles nous sommes attachés, nous avons oublié de rappeler notre histoire. Ainsi, dès l'époque gauloise, les étrangers s'étonnaient que les femmes dans notre pays eussent plus de pouvoir que dans le monde gréco-romain. Ici, la religion se soumet aux impératifs de l'État dès 1302. L'ancêtre de l'Assemblée nationale, les États généraux, affirmaient notre volonté singulière de faire de la France la priorité sur le pouvoir des religieux. Ici, la laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression, de leurs croyances, de leurs convictions. Nous sommes libres de croire, de ne pas croire, de changer de religion, de les critiquer. Dans notre pays, une femme s'habille comme elle le souhaite, elle est l'égale de l'homme, elle doit toujours donner son consentement explicite avant une quelconque relation. En France, 2 hommes ou 2 femmes peuvent s'embrasser dans la rue, se marier, et l'État est là pour condamner toute personne qui viendrait les insulter, les menacer, les agresser de ce fait. Ici, nous avons le droit de ne pas être d'accord avec les opinions des autres, nous privilégions toujours le dialogue à la violence, et nous n'acceptons pas qu'il y ait plus de 120 attaques au couteau par jour dans notre pays. Enfin, en France, à l'école, nous enseignons toutes les pages de notre histoire, et un enseignant est libre de parler de religion sans craindre pour sa vie. Depuis le décret de 1976 pour autoriser le regroupement familial, le cadre juridique permettant une immigration légale n'a donc cessé d'être de plus en plus favorable à une immigration incontrôlée. L'immigration a un seul intérêt, c'est celle d'accueillir finalement Léonard de Vinci ou Pablo Picasso, ce qui est assez marginal au quotidien, convenons-en aujourd'hui.
Mes chers collègues, je le dis avec gravité, si nous n'examinons pas le texte qui nous est soumis avec toute la responsabilité et l'exigence qui doit guider nos choix, oui, il y aura bien sûr encore un hexagone dans 50 ans, mais il n'y aura probablement plus la France. On ne peut pas, dans un même texte, assouplir et durcir. Comment comptez-vous sortir de cet oxymore ? Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur Chenu. Bon, on est en commission des affaires étrangères, donc j'aurais presque envie de citer Talleyrand et de dire que tout ce qui est excessif est insignifiant. Mais je m'étonne, après vous avoir entendu, Monsieur Chenu, de l'opposition, par exemple, des députés du Rassemblement national au Parlement européen contre le pacte asile-immigration, qui permet de renforcer le contrôle de nos frontières, avec notamment Frontex, qui permet enfin d'avoir les demandes d'asile qui sont dans des hubs internationaux aux frontières, plutôt que la façon dont c'est fait aujourd'hui, qui permet de renforcer aussi la conditionnalité, les instruments de l'aide au développement avec les pays de départ et de transit. Je m'étonne de vous voir vous opposer aujourd'hui à ce texte qui permet, qui est le texte le plus ferme depuis des décennies, qui permet de remettre les critères de double peine qui avaient été supprimés par la droite il y a quelques années et qui permettra d'expulser jusqu'à 4000 délinquants étrangers, qui introduit des critères enfin d'apprentissage de la langue avec des examens pour les étrangers qui veulent obtenir des titres de séjour. Voilà des avancées concrètes de ce texte. Mais si vous sortez de la posture et essayez d'aller trouver des solutions, eh bien, vous pourrez soutenir ce texte comme vous devriez soutenir le pacte asile-immigration au Parlement européen. Mais ce n'est pas là votre objectif. Nous, notre objectif, c'est de trouver des solutions concrètes et pragmatiques, efficaces. Votre solution, c'est au contraire de vous y opposer pour continuer à faire prospérer la misère et ce problème, pour pouvoir avancer dessus politiquement. Nous, on préfère trouver des solutions. Bien. Je vous remercie. Nous ne sommes pas engagés dans les passages à niveau. Pour la France insoumise, c'est Madame Abou-Mangoli qui va s'exprimer maintenant et va interpeller notre rapporteur. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, cela fait des mois, des années qui doit s'habituer à vivre comme le roi de France. Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche. Allez-y, la neige. Je vous ai interrompu. Le dicton habituel. On repart à zéro. Ok, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, cela fait des mois, des années que les propos les plus indignes sont répétés sur les plateaux ou en hémicycle. Les immigrés, leurs enfants, français ou non, les exilés sont considérés comme la cause de tous les maux. Les musulmans sont désignés comme des ennemis de l'intérieur. Le racisme anti-arabe bat son plein. L'extrême droitisation est en marche. Tous les jours, nous assistons à des ratonnades médiatiques et politiques menées par la droite extrême et l'extrême droite. Les pires dérives sont en réalité permises par ce énième projet de loi Darmanin sur l'immigration. Le Sénat s'est bien illustré avec la suppression de l'aide médicale de l'État, mesure dénoncée par le corps médical, plutôt le racisme que l'efficacité sanitaire donc. Devant ces surenchères de la droite, inspirées par le Rassemblement national, le gouvernement a laissé faire en donnant des avis de sagesse. C'est plutôt la déraison. Les étrangers, les exilés seraient des fraudeurs sociaux en puissance, des menaces pour l'ordre public, des citoyens de seconde zone en sursis permanent. En réalité, l'immigration n'est jamais traitée au fond. Votre but, fixer arbitrairement des quotas et expédier les décisions administratives et judiciaires. Ce projet de loi combine politique du chiffre et fantasme de submersion migratoire sans aucune vision sociale. Dans votre optique utilitariste, les étrangers ne sont qu'une main-d'œuvre à la merci des patrons que l'on pourrait renvoyer sans tenir compte de leur parcours de vie. Dans le même temps, l'État refuse d'aborder la question des moyens, ceux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile, où les interprètes manquent en nombre. Les délais en préfecture sont interminables et il existe désormais une économie parallèle autour des demandes de visa à l'étranger. Par ailleurs, la majorité et les droites refusent de comprendre les mouvements de population au niveau mondial. Non, l'Europe n'est pas le réceptacle des migrations mondiales. Celle-ci se concentre avant tout en Afrique et en Asie. Et il y a 2 fois moins d'immigration en France qu'en Allemagne. En conséquence, conditionner l'aide publique au développement à la coopération migratoire est un non-sens dramatique qui ne fera qu'augmenter le nombre d'exilés. Enfin, l'urgence climatique et les inégalités économiques au niveau mondial sont complètement absentes, pas traitées par ce texte qui ne traite pas en fait les causes de l'immigration. Le constat est pourtant simple. Dans 30 ans, il y aura 1 milliard de réfugiés climatiques. Ce n'est pas abordé. Nous aurons des amendements à ce sujet. Au regard de son passé colonial, la France a à nos yeux une responsabilité à l'égard du monde. Nous combattrons ce texte, donc, parce qu'il tourne le dos à notre avenir en commun inéluctable, la créolisation. Je vous remercie, Madame la députée. Monsieur le rapporteur.
Merci, Madame la députée. Il y a quand même beaucoup d'imprécisions dans vos propos et je me demande si vous avez lu le texte. Vous parlez par exemple des patrons. Je vous rappelle, alors vous avez fait mention d'un certain nombre d'articles qui ne sont pas les articles pour lesquels la Commission des affaires étrangères est saisie, mais bon, je peux les mentionner aussi sur la question des patrons. Ce texte, en tout cas le projet de loi du gouvernement, renforce les sanctions contre les employeurs de travailleurs clandestins et donne aussi la possibilité à ces travailleurs, s'ils remplissent un certain nombre de critères qui sont définis par le texte, de demander eux-mêmes leur régularisation, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, et donc passer par les patrons. Il empêche aussi la possibilité pour des travailleurs clandestins de devenir auto-entrepreneurs, ce qui était, vous le savez, un des outils qui est utilisé par les plateformes comme les plateformes de livraison. Je parle sous l'autorité de mon collègue Zginski, puisque nous avons partagé une commission d'enquête parlementaire sur le sujet, ce qui est aussi un phénomène d'exploitation contemporain aussi, contre lequel ce texte s'inscrit. Sur l'AME, je crois que le ministre de l'Intérieur là-dessus a été extrêmement clair. De toute façon, il s'agit là, je crois, d'un cavalier législatif, et de toute façon, le gouvernement s'oppose à la suppression de l'AME. Sur les causes profondes des migrations, c'est un texte essentiellement intérieur, donc qui n'a pas vocation ici à s'intéresser véritablement aux causes profondes des migrations, même si on les a évoquées, aussi bien les questions environnementales que géopolitiques. Mais bien sûr, ça s'inscrit dans l'aide au développement à la fois française, mais aussi dans la politique qui est menée au niveau européen et au niveau international par la France et le président de la République. Enfin, un dernier point sur la question des délais en préfecture. Là-dessus, vous avez raison, mais c'est précisément à cela que viennent répondre les mesures de simplification des procédures qui sont au cœur de ce texte. C'est l'un de ses principaux objectifs, avec notamment la réduction du nombre de recours possibles. L'objectif étant à la fois de simplifier la vie de ceux qui viennent travailler, s'intégrer et respectent les règles, et en revanche de pouvoir être plus ferme et plus efficace face à ceux qui ne les respectent pas. Je vous remercie de ces explications. Maintenant, pour les Républicains, c'est Monsieur Meyer Habib. Chers collègues, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Enfin, après des mois de débats, tergiversations et reports, notre Assemblée se penche enfin sur le texte immigration. Notre pays n'a jamais délivré autant de titres de séjour qu'en 2022. Plus de 320 000 primo-délivrances. Les franchissements irréguliers aux frontières extérieures de l'Union sont accrus de 18% sur les 10 premiers mois de l'année 2023 par rapport à 2022. 700 000 émigrés en situation irrégulière sur notre sol, peut-être même 900 000 d'après certains experts. De 2,5 millions, nous sommes passés à 5 millions d'étrangers en France, dont 16% sont demandeurs d'emploi en une dizaine d'années. Notre commission s'est saisie de 10 articles du projet de loi qui en compte plus de 90 après son examen au Sénat. Je tiens à saluer le travail remarquable fait par nos collègues sénateurs pour enrichir ce texte. Hélas, ce texte renforcé, amélioré par le Sénat, sera détricoté par votre majorité, écartelé dans le supplice du « en même temps ». C'est la 30e loi immigration en 50 ans, preuve de notre impuissance. Affadir ce texte, monsieur le rapporteur, reviendrait à une nouvelle loi pour rien. Pour le groupe LR, le constat est simple. Cet en même temps appliqué à l'immigration, au même titre que celui appliqué à la politique étrangère, ne fonctionne pas. J'alerte. Votre majorité relative, si la loi est tiède, elle sera totalement inefficace et nous ne la voterons pas. Le projet de loi initial manquait d'ambition. Rien sur les quotas, rien sur le groupement familial, rien sur la procédure dite étranger malade, rien sur la restriction des visas. Notre commission doit en priorité apporter des solutions à l'expulsion des étrangers en situation régulière, en particulier les plus dangereux. C'est une faille diplomatique béante qu'il nous faut corriger. Un dysfonctionnement abyssal qui pousse des centaines de milliers de clandestins à se draper dans l'impunité la plus complète, persuadés de ne jamais être expulsés. Sans l'accord du pays d'origine, un étranger irrégulier et ou dangereux est inexpulsable. Un chantage migratoire insupportable dont la France doit briser les chaînes. Stop à la servitude migratoire, mes chers collègues. Régulièrement, des pays, en particulier nos amis du Maghreb, humilient la France en refusant de délivrer les laissez-passer consulaires pour les fichiers S, par exemple, prédicateurs de haine ou criminels. Entre parenthèses, oui, l'accord de 68 conclu avec l'Algérie doit être abrogé. Comment accorder un traitement particulier à un pays qui ne cesse d'humilier la France ? Accepteriez-vous de rompre ces chaînes de la servitude avec ce régime ?
Osons le rapport de force. Les leviers sont nombreux. Visa, aide humanitaire au développement. Cessons d'être un paillasson pour des régimes qui jouent avec notre sécurité. À peine un laissez-passer sur 2 a été délivré dans un délai utile par les autorités consulaires en 2021. C'est absolument inacceptable. Monsieur, Je termine. Chers collègues, vous avez dépassé votre temps de parole. Et je peux vous me laisser 30 secondes. Voilà. Pas 30 secondes, mais... La majorité sénatoriale a heureusement durci le texte. Au nom des Républicains, je souhaite rappeler notre attachement à ces avancées qui représentent de véritables lignes rouges. Je constate qu'elles sont remises encore par en cause par la majorité relative. Voilà, je n'ai pas tout à fait terminé, mais je pense que vous m'avez compris. Votre conclusion est très claire. On voit Et je très vous bien remercie. l'orientation de votre Et je n'ai pas eu le temps de parler de la Constitution, évidemment, mais vous savez que c'est quelque chose du changement de la Constitution qui est fondamental pour nous. Monsieur, coupez votre... Voilà, monsieur le rapporteur, répondez à notre collègue des Républicains. Merci, chers collègues. Je crois que la réponse à votre question, elle va durer 3 semaines. Ça va être les débats que l'on va avoir à la fois dans cette commission, mais aussi en commission des lois et en séance. Ne faites pas de procès d'intention sur ce que la majorité veut ou ne veut pas faire du texte du Sénat. Vous m'avez entendu saluer le travail des sénateurs. Il y aura des désaccords, il y aura des compromis et des négociations. C'est la façon dont les 2 chambres fonctionnent. Mais j'ai salué certaines des avancées. Vous avez mentionné à l'instant la question des visas contre les laissez-passer consulaires, de la question de l'aide au développement. Ce sont des avancées sur lesquelles, à mon avis, nous pouvons travailler, d'autant que la France a déjà utilisé ces outils dans les dernières années. Donc, il n'était pas dans le projet de loi initial, mais s'il s'agit de les inscrire dans le projet de loi, pourquoi pas, faisons en sorte qu'il soit le plus efficace possible, qu'il soit le plus ciblé possible, effectivement, pour pouvoir avoir un impact sur les gouvernements plutôt qu'un impact négatif sur les populations. Vous avez mentionné aussi un certain nombre de sujets qui relèvent peut-être plus d'ailleurs soit de la politique européenne, soit de l'exécutif que véritablement de la politique législative. Voilà, mais je m'arrêterai là, en tout cas, sur votre message général dans le travail à la fois avec les oppositions républicaines à l'Assemblée nationale et avec le texte issu du Sénat. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe démocrate, c'est madame la députée de Paris, Maud Gattel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je voulais, au nom du groupe démocrate, adresser évidemment nos remerciements au rapporteur qui a, en un temps extrêmement contraint, embrassé l'ensemble de ce texte et qui, finalement, est l'illustration de la nécessité pour notre commission d'être saisie, puisque c'est au carrefour des différents enjeux auxquels nous travaillons. Alors, le texte qui nous arrive du Sénat a été complexifié. Il faut quand même évoquer une multiplication par 4 du nombre d'articles. Et je voudrais profiter de cette première prise de parole pour rappeler ce qu'est la position du groupe démocrate par rapport à ce texte. On sera extrêmement soucieux de revenir à l'équilibre initial, à la fois l'amélioration de l'intégration par la langue et par le travail, et évidemment un retour de l'article 4, car c'est pour nous une dimension importante que de permettre à ceux qui ont vocation à rester sur notre territoire de s'intégrer le plus rapidement possible. Et le deuxième volet, évidemment, c'est le renforcement de la lutte contre l'immigration irrégulière, et ça passe notamment par les articles 14 et 18. Nous devons retrouver une efficacité dans nos politiques migratoires, et c'est aussi finalement gage d'humanité, puisqu'il est extrêmement difficile pour les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire que de repartir après des délais beaucoup trop longs. Donc il est nécessaire qu'on simplifie, qu'on améliore et qu'on renforce nos politiques en la matière. Parce que la perspective de l'accélération des flux migratoires, bien évidemment, va se poursuivre. Et je voulais avoir un mot sur les leviers que vous avez évoqués sur à la fois la politique des visas, mais également l'aide publique au développement, en partageant la vision que vous défendez dans le rapport, c'est-à-dire que ce sont des leviers à manier avec précaution. Bien évidemment, ça ne peut pas être aux dépens des populations, et c'est la raison pour laquelle on soutiendra notamment le fait d'exclure les étudiants dont on souhaite continuer à accueillir, et même davantage accueillir qu'à l'époque où le sujet a été évoqué, notamment à destination des pays du Maghreb. Et la question avait trait au renforcement en matière de traitement de l'asile. On sait qu'aujourd'hui, l'asile est
peut être dévoyé. Et donc, dans quelle mesure les articles 19 et 20 pourront permettre justement d'améliorer nos procédures en matière de traitement de l'asile. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Madame. Vous avez vu, Monsieur le rapporteur, Madame Gatel nous dit que le Sénat a complexifié un texte de simplification, ce qui est quand même assez fort. Mais elle vous pose aussi des questions précises auxquelles je suis sûr vous allez lui répondre. On va pouvoir le décomplexifier à nouveau. Oui. Bon, donc sur les visas et l'aide au développement, on en parlera notamment demain dans les amendements, mais totalement aligné sur ce que vous avez dit. Sur l'article 4, que je n'ai pas mentionné, mais en effet, je partage votre vision. Je crois qu'on en parlera aussi demain à travers des amendements. Cet article vise à donner la possibilité aux demandeurs d'asile qui ont la plus forte probabilité, on va dire, de pouvoir être protégés par le statut de réfugié, de pouvoir directement commencer à bénéficier d'un titre de travail et de pouvoir travailler. Et effectivement, c'est l'un des objectifs de ce texte, c'est de pouvoir permettre la meilleure intégration par le travail. Et donc, nous sommes favorables au rétablissement de cet article 4. Enfin, sur la question de l'asile, c'est extrêmement important de préciser que la territorialisation de l'OFPRA et la CNDA vise à pouvoir offrir la meilleure réponse de proximité, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a souvent des demandeurs d'asile qui doivent se déplacer, donc de pouvoir être le plus réactif et le plus proche possible du terrain. Le juge unique en CNDA, je crois que c'est extrêmement important de rappeler que le taux de protection qui est aujourd'hui prononcé par les jurys en juge unique ou à 3 sont sensiblement les mêmes. Donc il ne s'agit absolument pas de revenir sur le taux de protection, mais en revanche d'avoir une rapidité des réponses beaucoup plus importante. Et c'est le cas aujourd'hui avec le juge unique. C'est l'objectif. En revanche, très important de rappeler que à la fois cette territorialisation et ce passage en juge unique se fera de façon progressive. Je crois que pour l'OFPRA, on parle d'abord de... S'il vous plaît, on n'entend que vous, on doit entendre le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Pour l'OFPRA, on parle d'abord de 3 centres et après, vise à faire en sorte que ça puisse être le plus progressif possible, notamment pouvoir répondre à la demande en interprète, en expert sur le terrain, qui est une question qui a été remontée par les responsables de l'OFPRA et de la CNDA qu'on a pu auditionner la semaine dernière. Si je puis me permettre d'interjeter une question, est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi le Sénat a supprimé l'article 4 ? Oui. Je crois que le Sénat, sur l'article 3 comme sur l'article 4, a voulu restreindre le plus possible les politiques qui pouvaient mener à des régularisations ou au fait de pouvoir donner des titres de séjour, des titres de travail, des permis de travail à des demandeurs d'asile. Il faut quand même rappeler sur l'article 4, pour éviter les caricatures, qu'on parle en fait d'un nombre très réduit. On parlerait d'à peu près entre 13 et 15 000 personnes. Je pense qu'il y avait une volonté là-dessus de réduire le plus possible, d'éviter ce qu'on entend souvent, un appel d'air par exemple. Voilà, ça fait partie, je pense, des arguments qu'on a pu entendre. Oui, enfin l'encouragement, je ne vais pas discuter, mais l'encouragement à une présence chômée sur le territoire, c'est pas tellement satisfaisant non plus, me semble-t-il. Bien sûr. Oui. Bon, enfin, je ne vais pas intervenir sur le fond. Maintenant, c'est pour le groupe socialiste, c'est le député de la Gironde, notre ami Alain David, qui va s'exprimer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Qui a maintenu son micro? C'est Monsieur Fuchs. Oui, merci, Monsieur le C'est un Président. pirate, Monsieur Fuchs. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Merci, Monsieur le rapporteur, pour votre éclairage sur ce texte dont nous ne sommes que partiellement saisis. Comme vous l'avez signalé, il sera principalement examiné par la Commission des lois et nous n'examinerons qu'une dizaine d'articles concernant l'asile, les visas, la lutte contre les réseaux mafieux de passeurs, le lien avec l'aide publique au développement et la définition des quotas d'étrangers admis au séjour. Je partirai du triste constat qu'il s'agit de la 29e loi sur l'asile et l'immigration depuis 1980 et que ce texte non plus n'échappe pas, surtout dans sa version issue des travaux du Sénat, à sa part de démagogie et d'inefficacité. Les réformes se sont empilées, le maquis normatif ne sera guère éclairci avec cette proposition de loi.
mon président de groupe, Boris Vallaud, avait affirmé lors d'un débat sur le sujet en décembre dernier que notre politique en la matière accueille mal, intègre mal, protège mal et reconduit mal. Avec mes collègues du groupe des députés socialistes et apparentés, nous entrons dans cette discussion avec la volonté d'avoir un véritable débat parlementaire éclairé et constructif. Il convient d'ambitionner un débat honnête qui s'appuie sur des données objectives, qui tient compte des désordres géostratégiques, des guerres, du réchauffement climatique et de tous ces facteurs. Nous défendrons des amendements en commission et en séance afin de ramener ce texte à un équilibre plus sain sur cette question polémique. Je vous remercie. Je n'ai pas de questions spéciales. Vous n'avez pas de questions particulières, monsieur J'en aurais trop et finalement, je préfère en rester sur... Cette tempérance vous honore. Voilà. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous entendez répondre aux questions que vous a pas posées, monsieur David? C'était une blague du général de Gaulle, ça je crois. Je répondrai à une question qui ne m'a pas été posée au fond de la salle. Non, juste vous dire que moi je partage totalement ce que vous venez de dire. On intègre mal, on accueille mal et on reconduit mal. Et donc l'objectif précisément de ce texte, dans ces équilibres, c'est d'intégrer mieux, d'accueillir mieux et de reconduire mieux. Monsieur, la position de monsieur Vallaud est entérinée par le rapporteur. Pour Horizon, Stéphanie Cochert. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Réfléchir à la politique de l'immigration en France implique de s'intéresser à plusieurs dimensions, comme la gestion des frontières, les procédures d'octroi de titres de séjour, l'intégration des titulaires de titres de séjour ou de statut de réfugié, ainsi que l'application de la loi vis-à-vis de ceux qui ne sont pas légitimement présents sur le territoire. Cette réflexion nous ramène à l'histoire de France en tant que terre d'accueil et interroge autant notre identité nationale que les critères que l'on veut mettre en place pour une intégration réussie. La politique d'immigration est également encadrée par une multitude de textes, tant au niveau communautaire que national. Elle est fortement influencée par nos engagements internationaux et conditionnée par la conjoncture géopolitique, les conflits armés, les crises économiques et à l'avenir les impacts du changement climatique. Face à des enjeux de plus en plus globaux, il est nécessaire de rappeler que la réponse ne peut pas être seulement française, mais doit s'associer l'ensemble du continent européen. Heureusement, le texte que nous examinons aujourd'hui sera très bientôt complété par les actes du nouveau pacte européen pour la migration et l'asile, négocié en ce moment même par les institutions européennes. Aussi, le débat sur la politique migratoire est bien trop crucial et complexe pour se limiter à des expressions superficielles ou à des mesures limitées. Près de 30 lois ont été adoptées à l'Assemblée nationale sur ce sujet depuis 1986. Est-ce que le projet de loi actuel va radicalement changer la donne ? La réponse est négative. En effet, les solutions ne reposent pas uniquement sur des mesures législatives. Mais ce texte est essentiel. Il représente en effet une étape indispensable dans l'évolution de notre politique migratoire. C'est pourquoi le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur de ce projet de loi. Nous saluons le travail des sénateurs qui a permis de renforcer considérablement notre arsenal législatif, en particulier par le rétablissement du délit de séjour irrégulier et d'un pouvoir d'appréciation important des préfets en matière de régularisation. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Monsieur le rapporteur, voulez-vous répondre à Madame la députée du Bas-Rhin? Non, juste dire que sur les deux derniers points qui viennent d'être mentionnés, comme vous le savez, ils ne relèvent pas de l'avis de la Commission des affaires étrangères, donc on aura l'occasion d'en débattre dans les prochaines semaines. Voilà une réponse tout à fait adaptée. Pour la NUPES, j'avais Mme Sebaï, mais il n'y a personne. Pour le groupe écologiste, il n'y a personne pour le groupe écologiste, donc je passe immédiatement à la gauche démocrate et républicaine, parce que là, nous avons un orateur qui est notre vice-président, M. Lecoq. Il y a souvent un orateur, M. le Président. Oui, mais il y a l'orateur. Chers collègues. Tentez de dire que l'article défini s'impose avec vous. On recommence à zéro, s'il vous plaît. Merci. Bien, chers collègues.
La présente loi visant à soi-disant, je cite, contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, est la preuve que la majorité relative a définitivement sombré dans la propagande stérile d'une extrême droite qui fantasme l'immigré comme source de tous les maux de la communauté nationale. Vous allez si loin que vous flirtez désormais avec l'illégalité en droit international. Chers collègues, si notre commission des affaires étrangères s'est saisie pour avis de ce texte, c'est qu'il faut regarder ce texte sous l'angle international. Sinon, ce n'était pas nécessaire. Et donc, celui du droit international en particulier, il est de notre devoir donc de repousser ce texte sur cette base. L'article 1er qui supprime l'aide médicale d'État. L'article 19 bis B qui limite l'accès aux soins de première nécessité des étrangers en situation irrégulière entrave ce que le 3e paragraphe du préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, que nous avons signé, édicte, à savoir, je cite, « La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. » Je cite toujours, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. Les articles 1er B, C et D durcissent les conditions de regroupement familial, vont à l'encontre notamment du 3e paragraphe de l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que nous avons signé, dont nous célébrons le 75e anniversaire le 10 décembre prochain. L'article 14A, qui légalise la conditionnalité de l'aide publique au développement à la politique migratoire française, va à l'encontre de votre propre politique, monsieur le rapporteur. Il faut vous rafraîchir la mémoire. Le 19 février 2021, dans le cadre du débat sur la loi sur le développement et la solidarité internationale, 5 amendements ont été déposés par la droite visant à octroyer l'aide publique au développement en la conditionnant à la délivrance effective de laissez-passer consulaires. Tous ont été rejetés, y compris avec votre groupe. La non-conditionnalité de l'aide au développement est un principe fondamental de la solidarité internationale. Le rapporteur de l'époque, aujourd'hui ministre, et le ministre l'avaient même dit dans cette salle. D'ailleurs, je note que vous êtes bien meilleur pour conditionner les aides aux États pauvres que pour conditionner les aides aux multinationales françaises. Au moins, ça a le mérite de la clarté politique. Pour ces raisons et pour autant d'autres que je n'ai pas le temps de développer, les députés de la gauche démocrate et républicaine vous le disent, tout est à jeter dans ce texte et nous nous y opposerons le plus fermement possible. Bon, ben voilà une prise de position qui a l'avantage de la clarté, monsieur le Oui, rapporteur. c'est ce que j'allais dire, monsieur le président. Merci, monsieur le député. En effet, votre position est claire. Je voudrais quand même rappeler quelques points, puisque vous mentionnez par exemple la question de l'AME. Donc, j'espère que vous vous interrogerez peut-être sur l'opportunité de voter ce texte si la disposition de suppression de l'AME qui est issue du Sénat est retoquée par l'Assemblée nationale, puisque je vous rappelle qu'elle ne figurait pas dans le texte initial et qu'elle n'a pas vocation, je crois, à figurer dans un texte de loi sur l'intérieur, mais plutôt à renvoyer à des débats de projet de loi de finances de la sécurité sociale. Sur la question de la conditionnalité, je crois qu'on aura ce débat demain et puis dans les prochaines semaines, bien sûr, mais demain avec les amendements. Nous sommes opposés à une conditionnalité d'aide au développement qui viendrait sanctionner, pénaliser les populations, les sociétés civiles, qui viendraient mettre fin à des projets de développement qui sont mis en œuvre avec des entreprises ou des ONG sur le terrain. Mais en revanche, il y a des formes de conditionnalité de l'aide au développement déjà au niveau européen. Au niveau européen, déjà, il y a une partie de l'aide au développement européen qui est fléchée pour le développement de capacités migratoires chez nos partenaires, que ce soit la gestion des frontières, la mise en place de politiques d'accueil des réfugiés, de développement de politiques d'asile, mais il y a aussi des formes de conditionnalité ou de renforcement de la politique de développement avec les pays qui sont coopératifs sur les questions migratoires dans une logique de mort for mort. Et c'est aussi d'ailleurs un débat qui a lieu aujourd'hui dans la politique de développement française. Donc ce n'est pas ni incompatible avec la politique de développement que nous menons au niveau national et au niveau européen, et encore moins illégal. En revanche, qu'on ait un débat sur le périmètre, sur l'opportunité de le faire, bien sûr. Mais là, je crois que mêler ça à des arguments de droit international ne me paraît pas approprié ici. C'est le débat de politique étrangère. Vous parlez sans micro, là. Non, mais je pense que c'est un débat intéressant, en effet, pour la Commission des affaires étrangères. Vous avez tout à fait raison. Mais je ne pense pas, là encore une fois, c'est un débat qui a lieu aussi bien au niveau européen qu'au niveau national. On a beaucoup de partenaires européens aussi qui ont ces mêmes débats, qui relèvent plus, encore une fois, des orientations que l'on veut donner aussi bien à nos outils diplomatiques de politique étrangère
qu'à notre aide au développement, plutôt simplement qu'à des critères de droit international. Monsieur le rapporteur, je crois que vous avez beaucoup de talent, mais je ne suis pas sûr que vous réussirez à convaincre Monsieur Lecoq. Je ne désespère pas. Alors, maintenant, les groupes se sont exprimés. Je n'ai pas beaucoup de... Enfin, plutôt, j'ai des candidats qui se sont inscrits au titre individuel, mais après cet inscrit, ils ont disparu, sauf Monsieur Vibert, à qui je donne volontiers la parole. Et je crois que je suis en mesure de lui donner 2 minutes et pas une. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je vous remercie pour la présentation et votre rapport sur ce texte de loi, dont les enjeux dépassent le seul cadre national et a des incidences au niveau des relations de notre pays avec un certain nombre de nos partenaires. La résolution de la pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs cruciaux nécessite des stratégies proactives et réfléchies. Moi, je l'ai vécu dans ma carrière industrielle. La mise en place de la carte de séjour d'1 an pour les travailleurs dans les métiers en tension constitue une initiative significative pour répondre aux besoins urgents de main-d'œuvre dans des secteurs spécifiques. Les échanges avec les pays d'envoi sont fondamentaux pour garantir une compréhension mutuelle des enjeux et des avantages potentiels, ainsi que pour établir les mécanismes facilitant la mobilité des travailleurs, tout en respectant les intérêts des deux parties. Aussi, ce que je souhaitais savoir, c'est quel mécanisme serait envisagé pour évaluer l'efficacité de cette carte de séjour d'1 an, finalement, pour les travailleurs dans les métiers en tension, et quelles sont les mesures étudiées pour s'assurer que cette carte contribue réellement à résoudre la pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs concernés. Je vous remercie. Alors, Si vous voulez répondre. Je ne vais pas vous répondre avec beaucoup de précision parce qu'on s'éloigne là des articles sur lesquels la Commission est saisie. Mais je crois que l'objectif, c'est ici d'avoir effectivement une carte de séjour d'1 an dans des secteurs définis comme étant métiers en tension, aussi bien à la fois sur le secteur économique que sur la région, le territoire. Si le demandeur de titre est sur le territoire depuis 3 ans et qu'il a travaillé, alors dans la version initiale du gouvernement, je crois 8 mois dans le secteur dans les 12 derniers mois, et dans la version du Sénat, 12 mois sur les 24 derniers mois, c'est au fond assez similaire. Et l'objectif, c'est effectivement l'une des raisons pour lesquelles on circonscrit ce titre à 1 an, c'est naturellement pour pouvoir évaluer, contrôler et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus et pouvoir voir à la fin de l'année si effectivement le titulaire de ce titre de séjour a effectivement pu répondre aux différentes demandes qui étaient faites auprès de lui. Et avec en plus l'obligation, l'engagement pour les employeurs de pouvoir soutenir les cours de l'apprentissage du français par le titulaire du titre de séjour. Je vous remercie. La liste des orateurs est close, mais nous avons avancé un peu plus vite que prévu. Si un orateur, j'ai cru comprendre que M. Lecoq était désireux éventuellement d'ajouter quelques mots à ses propos précédents. Donc, Monsieur le vice-président, je vous donne volontiers la parole. Merci, puisqu'on a beaucoup de temps. En fait, c'est pas mal. Jamais beaucoup de temps. C'est pas mal, mais ce qui est intéressant. On a moins de manque de temps que d'habitude. Voilà, ce qui est intéressant, c'est d'abord, comme j'ai été court, j'ai pas pu dire au rapporteur que son rapport était précis, qu'il était voilà. Donc c'est important de le dire quand il y a un gros travail qui est fait par à la fois la commission et puis le rapporteur. Je partage pas les finalités, mais je peux noter que vous avez raison, le rapport est bon. Techniquement, c'est un excellent rapport sur le plan technique. Voilà, et je voulais dire aussi parce que vous venez d'en parler en fait sur l'aspect géographique de l'autorisation de travail qui serait donnée. J'aimerais bien savoir comment ça se gère ça. Est-ce qu'on refait des frontières départementales, régionales? Comment ça se gère le fait de surveiller quelqu'un dans un espace géographique donné? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle, des GPS greffés qui vont des balises? Enfin, comment ça se gère? Alors, juste déjà un mot pour remercier quand même
l'administrateur, M. Legrain, qui, en particulier si vous avez apprécié la dimension technique de ce rapport, hein, qui a vraiment accompagné les auditions la semaine Nous dernière. connaissons l'actualité de M. Legrain de longue date, nous découvrons celle du rapporteur. Mais aussi ma collaboratrice Aurélie Gagendra, Oui, qui a beaucoup bien sûr. travaillé là-dessus dans les dernières semaines. Bon, il me semble que là-dessus, la réponse à votre question, c'est que ces régularisations sont effectuées par les préfets. Et donc il y a de toute façon cette logique territoriale. C'est que ce sont l'une des avancées, hein, vraiment intéressantes du texte initial, non pas du texte qui vient du Sénat, c'est aussi de pouvoir donner la possibilité aux travailleurs lui-même de demander la régularisation auprès des préfectures, de ne plus passer seulement par l'employeur. Ça, je pense qu'en termes d'égalité de droits, c'est effectivement, et d'autonomie qui est donnée aux travailleurs et d'intégration, c'est une avancée importante. Et après, effectivement, ça passe par les préfectures, donc avec cette logique territoriale. Oui, je crois que c'est clair. Moi, j'ai une expérience assez curieuse dans un village que je connais bien. On a accueilli, le maire avait accueilli un Syrien qui était très sympathique d'ailleurs, et il était prêt à tout faire, il n'avait pas le droit de travailler. Ça créait une situation quand même extrêmement anormale et déplaisante pour tout le monde, si vous voulez. Pour finir, ça s'est arrangé. Je crois qu'il a obtenu une régularisation et que tout ça s'est arrangé. Mais enfin, c'était évidemment paradoxal de voir quelqu'un qui est sur le territoire national, qui a des capacités évidentes, qui souhaite travailler, qui a dit non, mon gars, vous êtes dans une situation telle que vous devez regarder les vaches passer ou les trains passer, c'est tout. Enfin, voilà. Bien, là, personne ne demande la parole. Je crois qu'il faut remercier le rapporteur. Vous avez les amendements, vous avez les explications du rapporteur, et je crois que vous avez une nuit pour faire la clarté dans vos cerveaux et arriver demain avec des idées très claires sur ce que vous allez voter. Donc demain, on se retrouve à 9h, et à 9h, on commence le vote des amendements. À 9h01, le train de 9h sera parti. Je vous remercie. La séance est levée. Président. Alain David, il lui restait 1 minute 15 secondes. Oui, alors j'ai une question. Président, c'est une question sur l'ordre du jour de demain. Président, c'est une question sur l'ordre du jour de demain. Oui, vous êtes toujours en séance ? Alors. Oui. Non, c'est pas dans la convocation. L'audition de quoi? Non, c'est les amendements. On en a un paquet, ça va nous mener. Ça va nous occuper toute la matinée. Hein. Il paraît qu'il a été brillant. Il est toujours bon, hein. Il est très adroit. Moi, j'ai du mal à comprendre ce. Je suis assez d'accord avec toutes les dispositions qui sont décrites, mais je ne comprends pas très bien là. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Et je ne comprends pas très bien comment on est dans une espèce de miroitement entre la droite et la gauche. Je ne sais pas comment on va s'en tirer. Moi, je ne crois pas que l'opinion, elle attend